Enfin, bonsoir à toutes et tous. On va commencer. On a juste un petit souci de micro, mais bon, la salle n'est pas très grande et vu que vous êtes assez calme, ça devrait aller, mais on va avoir des micros par la suite. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir Raphaël Haddad qui est ici. Petite présentation rapide. Donc, Raphaël Haddad a créé l'agence qui s'appelle... Tu crois ? Ouais, ok. A créé l'agence qui s'appelle Mots-Clés en 2011 maintenant. C'est une agence effectivement qui aide différents acteurs, que ce soit entreprises, institutions publiques, à réfléchir justement sur une stratégie de discours. Et puis vous êtes aussi chercheur, enfin docteur en tout cas en sciences de l'information et de la communication, puisque vous avez soutenu une thèse sur le discours de meeting, voilà, en période de présidence française, de campagne présidentielle française. Voilà, donc c'est vraiment une double casquette qui est très enrichissante. Et ça, je trouve que c'est vraiment important aussi que vous puissiez voir ce type de parcours à la fois entre le monde professionnel et la recherche, ce qui reflète vraiment bien aussi l'essence des sciences de l'information et de la communication. C'est vraiment une discipline qui est à la croisée entre la recherche et le monde professionnel. Donc voilà, quand on vous donne des cours très théoriques, ce n'est pas déconnecté du réel, bien au contraire, c'est pour mieux le comprendre. Et Raphaël Haddad est la preuve, puisqu'il m'expliquait dans son parcours qu'il est venu à faire une thèse par la suite pour être un meilleur professionnel de la communication. Donc aujourd'hui, on va réfléchir à l'importance des mots pour structurer les imaginaires, et notamment suite à la publication de votre ouvrage en mars 2023 sur l'écriture inclusive. Donc comment justement l'écriture permet de représenter la diversité, et notamment cette sous-représentation aussi dans la langue du genre féminin. Et puis de manière plus générale, c'est vraiment important aussi de questionner ces mots que l'on utilise au quotidien, puisque petit à petit, justement, ça structure notre manière de penser, notre manière d'envisager la société. Et en tant que futur professionnel de la communication, c'est indispensable aussi de réfléchir en permanence au langage, et j'ai envie de dire même en tant que citoyen, puisque le langage est profondément politique. J'en parlais tout à l'heure, un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué de Victor Kemplerer sur la langue nazie. Il a étudié, pendant l'occupation nazie, le langage, et même avant justement, comment finalement l'idéologie s'est installée petit à petit à travers les mots. Et il explique que c'est pas une grande révolution, c'est vraiment des petites doses quotidienne d'un langage, d'une manière de penser qui va façonner parfois un rejet et une forme de racisme et d'antisémitisme. Donc ça nous invite à tous à être vigilants par rapport aux mots. Ce n'est pas des simples mots, mais il y a des choses derrière, comme le dirait Michel Foucault. Voilà. Merci. Je vous laisse la parole. Bon, c'est un peu compliqué. Oui, je vais le faire sans micro. Vous m'entendez bien, y compris au fond? Oui, ça va? Non? Il faut que je lève encore un peu la voix. Sinon, vous pouvez avancer. Il y a de la place devant. Bien, je vais essayer de lever la voix, et puis si à un moment vous ne m'entendez pas, vous me le ferez savoir. Je vous verrai vous allumer sur votre chaise et je comprendrai qu'il faut que je parle un peu plus fort. Donc en effet, merci pour cette présentation. Vous disiez un parcours à la jonction entre une réflexion académique et puis des pratiques professionnelles. On pourrait ajouter, parce que je crois que c'est aussi quelque chose, en tout cas, qui a été important pour moi, mais qui est souvent important dans les parcours, aussi à la jonction d'un troisième territoire qui est celui des engagements civiques. En fait, c'est dans le dialogue entre des engagements militants, associatifs, que j'ai démarré quand j'avais à peu près votre âge, notamment autour des questionnements antiracistes au départ, puis des pratiques professionnelles, puis un parcours académique que s'est ébauché ma position aujourd'hui, qui est à la jonction de tout ça. Si je retrace ça rapidement, parce que vous comprendrez peut-être aussi comment j'arrive au sujet qui nous réunit ce soir. En fait, moi je suis depuis assez longtemps maintenant passionné par la manière dont les mots accompagnent les transformations du monde. C'est ça qui m'intéresse. Et cet éveil, l'éveil au fait que se joue quelque chose dans le langage, par le langage, qu'on a souvent du mal, qu'on pressent quand on s'intéresse à la communication, qu'on peut vivre quand on a des engagements associatifs, militants, politiques. C'est quelque chose que moi j'ai vécu personnellement. J'ai un souvenir par exemple très clair
de la manière dont le terme discrimination, qui pour vous peut-être paraîtra comme une évidence partagée, oui, il y a des discriminations en France, c'était quelque chose qui, il y a 25 ans, n'était pas du tout acquis, et on entendait des gens dire très sérieusement qu'il ne pouvait pas y avoir de discrimination dans ce pays, puisque l'égalité était l'une des promesses du triptyque républicain. Et donc, en fait, j'ai vu la manière dont la notion même de discrimination s'est installée comme un problème public légitime, et comment ça s'est fait au travers, d'abord et avant tout, d'un travail sur le langage, d'un travail d'abord de cadrage par un mot qui véhiculait une certaine représentation du monde, qui a été soutenu ensuite par un travail argumentatif, par des dynamiques narratives également, et donc c'est tout ça qui, moi, m'a intéressé, d'abord comme militant, puis ensuite, pendant plusieurs années, puis ensuite j'ai commencé à faire de la communication, d'abord de la communication politique, j'ai été le collaborateur d'un spin doctor, comme on dit, ce qui m'a amené à faire de la communication politique, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que si je ne voulais pas me limiter à, disons, une progression professionnelle par mimétisme, c'est-à-dire globalement en regardant quelqu'un de plus ancien, de plus installé que moi faire, et en essayant de mimer ses pratiques, il fallait que je me dote d'une assise conceptuelle, notionnelle importante. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une thèse qui a porté sur le discours de meeting électoral pour l'élection présidentielle française, et que j'ai fait vraiment comme un cheminement conceptuel, c'est-à-dire que globalement, je lisais des trucs que je trouvais intéressants et je me demandais comment ça pouvait s'appliquer à mon corpus. Donc je lisais des trucs, par exemple, sur la narration et je me disais, tiens, qu'est-ce qui se raconte? Comment est-ce qu'on peut appliquer ce concept-là à un corpus de discours de meeting? Je lisais des choses sur l'énonciation, notion si vous êtes en L1, L3, qui peut-être commence à vous dire quelque chose, et je me demandais comment est-ce que c'était opérant par rapport à ce que j'avais à travailler. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré ce qui ne s'appelait pas encore l'écriture inclusive. Globalement, quand on s'intéresse aux discours de meetings électoraux, qu'on constitue un corpus fait de plusieurs décennies de discours de meeting, on se rend compte tout de suite d'un truc, c'est que, parce que ce sont les premiers mots du meeting, c'est que très souvent, certaines personnalités commencent par dire bonjour à tous et à toutes, et pas d'autres. Certains disent chers amis, d'autres disent travailleurs, travailleuses, etc. Et donc vous avez comme ça autour de ce qu'on appelle juste la formule d'adresse, ce qui me semblait déjà être une représentation très située de ce que plus tard dans mon travail j'ai appelé un ordre social donné, mais qui globalement pouvait se traduire ou au travers d'une formulation mixte, ou au travers d'une formulation qui était une formulation englobante. Et je me suis demandé ce que cette attention qu'on observait dans les formules d'adresse, mais aussi au-delà, dans les discours, d'ailleurs, à l'époque, dans une grande diversité politique, on retrouvait ça chez Charles de Gaulle, avec les Françaises et Français, on retrouve ça beaucoup chez Emmanuel Macron, alors j'ai fait ma thèse avant qu'il devienne président, mais on entend beaucoup, et d'ailleurs c'est même dans les manières de mimer le verbe d'Emmanuel Macron, on dit celles et ceux, chacun, chacune, etc. Et puis on l'entendait aussi auprès d'un certain nombre de candidats et de candidates d'extrême gauche, chez Arlette Laguillet notamment, et les fameux travailleurs, travailleuses, que je ne sais pas si votre génération voit ce dont il s'agit, mais c'était un vrai marqueur, c'est-à-dire que tous les soirs au Guignol de l'Info, on avait la marionnette de Arlette Laguillet qui commençait toutes ses allocutions par travailleurs, travailleuses. Donc c'était un vrai repère politique. Et donc moi je me suis demandé ce dont cette attention pouvait témoigner. C'est comme ça que je me suis intéressé à ce sujet, parce qu'elle ne me semblait pas du tout anodine, il me semblait qu'elle véhiculait quelque chose, qu'elle signifiait quelque chose, et c'est comme ça que j'ai rencontré ce qui ne s'appelait pas encore l'écriture inclusive, mais j'ai rencontré les travaux au départ de quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie Houtville, qui est maintenant décédée, qui faisait partie de la commission de terminologie qui, dans les années 80, s'est demandé comment féminiser un certain nombre de noms de métiers, au moment où les femmes arrivaient massivement, accédaient massivement à un certain nombre de métiers qui étaient jusqu'à présent, pour des raisons légales, sociologiques, etc., plutôt réservés aux hommes. Et donc comment les féminiser, et puis c'est comme ça que j'ai rencontré ce sujet. Ce sujet, je l'ai rencontré globalement en 2013-2014, vers la toute fin de mes travaux de thèse. J'en ai fait un petit préambule à ma thèse, et en fait, comme souvent, quand on fait un travail, globalement, on ne sait pas trop. Il y a des trucs que j'ai fait dans le cadre de ce travail de thèse dans lesquels je croyais beaucoup. Par exemple, je me suis intéressé à ce qu'on pouvait dire sur un plan narratif des rhétoriques d'extrême droite, parce qu'en fait, elles me semblent tout à fait remarquables sur le plan de ce qu'elles mettent en récit, des dynamiques narratives qu'on peut y trouver. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout une écho. Mais par contre, ce petit préambule relatif à l'écriture inclusive a connu lui un succès assez dingue. J'en ai fait un petit manuel en 2015, qui a été téléchargé, je ne sais pas, 150 000 fois depuis, il est disponible gratuitement. Vous pouvez le télécharger.
Il y a eu une polémique très importante en 2017 qui a éclaté en France sur ce sujet. Et il y a quelques mois, avec d'autres, enfin, c'est moi qui ai dirigé ce travail, mais globalement j'ai voulu en faire un travail plus collectif. On a publié un livre qui vient globalement synthétiser quelques années de réflexion, d'expérience, d'élaboration sur le terrain de ce qui est devenu entre-temps l'écriture inclusive. Ça m'a aussi, j'ai aussi durant ces dernières années eu l'occasion d'être nommé comme expert auprès du Haut Conseil à l'égalité sur la mise à jour de leur guide, qui est un guide qui s'appelle Pour une communication publique sans stéréotype de sexe, et donc j'ai assuré la co-expertise aux côtés de quelqu'un qui s'appelle Eliane Vieno. Voilà quelques mots à mon sujet. Alors vous m'interrogiez en préparation, Bérénice, avant de parler tout de suite d'écriture inclusive, sur la manière dont les mots peuvent... Enfin, dont un regard sur les mots peut être un regard, disons, performant pour comprendre, interroger, observer l'actualité. Est-ce qu'il y a des mots du débat public en ce moment qui vous ont marqué, par exemple? Des mots que vous identifiez comme des mots nouveaux, des mots émergents, des mots qui sont peut-être discutés dans le débat public vraiment très actuel et que vous avez repérés? Oui, non, peut-être. Oui. Oui. C'est lequel? Ok, bon, en tous les cas, vous avez repéré qu'au travers de cet événement, c'est joué un travail de nomination. Comment? La jambisation, merci, bah, voilà, très bien, on en a un premier. Est-ce que vous en voyez, est-ce qu'il y a d'autres mots du débat public qui vous marquent en ce moment? Oui. Voilà, alors moi j'enseigne notamment à Paris 1 et merci beaucoup. J'enseigne notamment à Paris 1 et je fais tout un atelier qui s'appelle Comment naissent les mots, parce que je me suis intéressé au processus par lesquels les mots s'élaborent, se négocient. Ce verbe est délibérément choisi dans le cadre du débat public. Moi, par exemple, vous voyez, mon regard sur l'actualité va consister à et à être marqué par l'émergence de la notion de féminicide de masse, qui est une notion qu'on voit émerger pour la première fois dans le débat public pour caractériser ce que les femmes spécifiquement ont subi le 7 octobre lors des attaques du Hamas. Ou alors j'ai été marqué aussi par la résurgence de l'expression francocide pour parler de ce qui s'est passé à Crépol. On voit se banaliser une expression qui est une expression tout à fait située politiquement, qui est l'expression francocide, et qu'on commence à voir circuler dans le débat public comme une référence politique, culturelle, qui n'a plus besoin d'être questionnée, qui n'a plus besoin d'être modalisée. Ou par exemple, pour vous donner un autre regard, pour ne pas en rester à une entrée strictement sémantique, qui est souvent très intéressante mais qui peut être un peu courte, je suis très marqué par exemple par la manière dont le débat public actuel, le débat parlementaire actuel sur l'immigration, vous savez qu'en ce moment il y a tout un projet de loi immigration qui est en discussion au Sénat, vous pourrez regarder, mais il s'établit sur une vision qui est une vision très parasitaire de la figure de l'immigré. C'est-à-dire qu'en fait, les débats au Sénat et les travaux de la commission de loi au Sénat et la manière dont même ces travaux sont restitués se fondent d'abord et avant tout sur l'idée que globalement, il faut que l'immigration est un risque exclusivement, que les personnes qui émigrent sont obsédées par l'idée de savoir comment elles peuvent abuser du système et qu'il faut donc renforcer les défenses immunitaires du corps social français face à cette immigration. Et cette idée-là, que le rapport à l'immigration est un rapport fondé sur une relation parasitaire, s'installe, y compris dans une institution très tempérée traditionnellement comme le Sénat. Et vous pouvez regarder les communications produites par le Sénat en ce moment, et vous verrez qu'elles sont vraiment, qu'elles prennent comme référence, comme point de départ narratif, une représentation parasitaire de la relation à l'immigration. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans le débat public français, mais qui a atteint désormais une institution qui était plutôt une institution traditionnellement plus tempérée dans son approche des différents débats de société, qui est le Sénat. Donc voilà, moi c'est comme ça que je regarde le monde, c'est comme ça que je regarde les débats publics, en essayant à chaque fois, à partir d'un certain nombre de clés argumentatives, sémantiques, narratives ou pragmatiques, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire l'approche qui consiste à se demander ce que les mots font au réel, pour formuler comme formule Judith Butler, ce que les mots font au monde, c'est le prisme, l'ensemble, le terrain de jeu à partir duquel moi j'appréhende le monde, aussi bien sur un plan professionnel que sur un plan civique.
Voilà ce que je voulais vous dire peut-être en introduction avant de nous lancer bien en tête sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'écriture inclusive. Peut-être avez-vous des questions, des remarques sur ce que je viens de vous dire. Alors je continue. On se dit que globalement on est ensemble... Enfin, je vais prendre une demi-heure pour vous faire un petit topo sur le sujet relatif à l'écriture inclusive. Puis ensuite, ça nous laissera encore 15-30 minutes de questions. Ça vous va? Si vous n'êtes pas tous et toutes morts de faim d'ici là, parce que l'heure commence à être tardive. OK. Alors, l'écriture inclusive, je vais évidemment la définir, vous en présenter les principales conventions, vous faire un état... de ce que aussi bien la psycholinguistique que les sciences de l'organisation peuvent en dire à ce jour. Mais s'il y a une idée qu'il faut comprendre, une idée à partir de laquelle vous pouvez aborder le sujet, c'est que ça n'est pas un travail sur le langage. En fait, c'est quelque chose qui, par certains aspects, est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus prétentieux peut-être, puisque ce que disent les personnes qui, comme moi, promeuvent l'écriture inclusive, c'est qu'en changeant nos manières d'écrire, on peut faire progresser l'égalité. Ce n'est donc pas un travail sur la langue qu'un travail sur le social au moyen de la langue. Et c'est une nuance très importante parce qu'on voit très souvent les débats relatifs à l'écriture inclusive s'enfermer dans un débat un peu interminable sur le point, les néologismes, etc. En fait, l'agenda des personnes qui promeuvent l'écriture inclusive est un agenda en matière d'égalité. C'est à l'aune des effets sur l'égalité que l'on peut juger de l'utilité ou de l'inutilité de l'écriture inclusive. D'accord ? Ce qui veut donc dire que quand on commence à... comme ce soir, j'aborde ce sujet, ça n'est donc pas votre connaissance préalable sur la langue qui m'importe, que votre connaissance préalable sur l'égalité, en particulier sur l'égalité professionnelle, qui est importante pour moi. Savez-vous, par exemple... quel est le taux, quel est le niveau d'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France aujourd'hui? Quand un homme gagne 100, combien gagne une femme en moyenne en France aujourd'hui? « 70 » Ok. 80 ? Alors c'est à peu près à quelle période de l'année? C'est en novembre, c'est début novembre, c'était il n'y a pas longtemps là. Donc on peut rapporter ça en taux, c'est-à-dire que globalement, si les femmes ont gagné si les femmes travaillent gratuitement à partir du 10e mois de l'année, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois d'écart de salaire, 2 mois sur 12, ça fait à peu près... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un peu de maths? 2 sur 12, en pourcentage, ça fait... Combien? Allez-y. Allez-y, je vous entends pas bien moi par contre. Je suis désolé, je vous entends pas. 15%, merci. C'est tout à fait ça, ça fait exactement 15%. Donc il y a globalement aujourd'hui en France environ 15% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes en moyenne. Cet écart est plus prononcé encore à mesure que l'on progresse dans les organisations. C'est-à-dire quand on s'intéresse par exemple aux différences salariales parmi les cadres, on se rend compte que l'écart est plutôt de 24-25%. Cet écart de 15%, c'est le chiffre de l'INSEE, il est de 15-16%. Globalement, ce que nous dit l'INSEE à ce sujet, c'est qu'elle s'est expliquée à peu près la moitié de cet écart. Et elle s'est expliquée notamment par des éléments relatifs au congé parentalité qui est différent, etc. Donc c'est pour ça que, par exemple, dans l'administration publique, où il y a des grilles qui sont très établies, vous avez tout de même 6-7% d'écart de salaire en début de carrière et 12-13% vers la fin. C'est en raison de ça. Mais elle nous dit aussi qu'il y a à peu près la moitié de cet écart qu'elle ne sait pas expliquer autrement que par ce qu'elle appelle elle-même de la discrimination pure. Donc il y a aujourd'hui en France, selon l'INSEE, environ 7% d'écart de salaire qui ne peut s'expliquer autrement que par des phénomènes discriminatoires à l'endroit des femmes dans la sphère professionnelle. Intéressons-nous de la même manière à la proportion de femmes qui occupent des positions qui sont des positions de pouvoir économique. Savez-vous par exemple combien il y a de femmes qui occupent la position de présidente ou de directrice générale d'une entreprise du CAC 40 ? Donc le CAC 40, c'est les 40 plus grandes capitalisations boursières en France. Est-ce que vous avez une idée du nombre de femmes qui occupent ou la fonction de présidente ou la fonction de DG? Ok. Qui pense qu'il y en a 20? Moins. Ok. Qui pense qu'il y en a 15? Toujours trop? Ok. Qui pense qu'il y en a 10? Une main qui se lève. Alors on va le faire comme ça, levez la main. Qui pense qu'il y en a entre 5 et 10?
D'accord? Qui pense qu'il y en a 5? Ok, 4? 3? 2? 1? 0? Ok. Donc sur 1 et 0, on n'a plus personne. Et globalement, on avait quelques mains, 2-3 mains sur 2, 2-3 mains sur 3, et la plupart des mains qui étaient plutôt entre 5 et 15, disons. Il y a 3 entreprises en France qui ont une femme qui est présidente ou directrice générale. C'est Orange, Veolia et Engie. Alors on pourrait... c'est 3 présidentes ou directrices générales sur les 40 plus grandes entreprises françaises, ce qui veut dire qu'il y a 37 hommes à la tête de ces entreprises. Et ce chiffre est déjà en tant que tel saisissant, mais il est encore plus saisissant quand on a en mémoire le fait qu'il y a un peu plus de 10 ans, on a voté une loi qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann, qui visait à féminiser les conseils d'administration de ces grandes entreprises. C'est-à-dire que globalement, il y a l'obligation au sein de ces grandes entreprises d'avoir au moins 40% de femmes au sein du conseil d'administration. Le pari qui avait été formulé à l'époque, c'était globalement, selon une théorie libérale assez fréquente, l'idée du ruissellement, c'est-à-dire qu'en féminisant les conseils d'administration, on allait féminiser par le haut ces grandes entreprises. Ces entreprises ont parfaitement respecté cette loi. Globalement, vous avez tous les conseils d'administration de ces boîtes qui ont au moins 40% de femmes. Quand on regarde du côté des COMEX, c'est une catastrophe. Vous avez des lieux qui restent des lieux très massivement masculins, au point où même dans les directions générales, vous avez à peine 7%. D'ailleurs, il y a plus que 40%, parce que quand vous cumulez présidence et direction générale, vous avez plutôt 80 personnes, enfin 70 personnes exactement. Et donc vous avez 3 femmes seulement sur ces 70 personnes au total. Ça nous donne une autre idée, à la fois de la domination masculine du pouvoir économique en France, mais également de la manière dont les dispositifs de loi peuvent réussir dans la lettre, mais pas du tout dans l'esprit de ceux qui souvent les motivent. Je pourrais continuer comme ça sur ce topo. Ouais, un dernier chiffre que moi je trouve particulièrement éloquent et qui... alors vous faites de l'infocom, mais dans l'infocom, on peut aussi avoir une entrée sociologique sur les choses. Donc un chiffre qui, moi, sur un plan sociologique, me semble fou. Il y a en France, selon l'INSEE, 87 familles professionnelles. Donc vous savez, selon le métier que vous faites, vous êtes rattaché à une famille professionnelle. Et l'INSEE a fait un petit travail en se demandant combien de familles professionnelles peuvent avoir le qualificatif mixte, c'est-à-dire globalement dans lesquelles on trouve en proportion raisonnable, ce qu'appelle en proportion raisonnable l'INSEE, c'est au moins un tiers de femmes ou d'hommes. C'est-à-dire globalement, si la distribution au sein d'une profession fait qu'il n'y a pas au moins un tiers d'hommes ou un tiers de femmes, si par exemple vous avez un quart d'hommes, 3 quarts de femmes, ou un quart de femmes, 3 quarts d'hommes, alors l'INSEE considère que c'est non mixte. Et si vous avez 30% ou plus d'un des deux genres, on va considérer que c'est mixte du point de vue de l'INSEE. Vous savez, la statistique publique, tiens, je vous le dis, c'est l'occasion, 50% vous êtes paritaire et autour, 40% vous êtes équilibré, 33% vous êtes mixte. Et si vous êtes à moins de 33%, vous êtes non mixte. D'accord ? Donc la question qu'on peut se poser, c'est sur ces 87 familles professionnelles, combien sont mixtes ? Est-ce que vous avez une idée ? Dans combien de ces professions en France, on trouve au moins un tiers d'hommes ou un tiers de femmes ? Si on met 3 personnes qui occupent ce job dans une salle, statistiquement, on a une chance d'avoir les deux genres qui se trouvent représentés. Alors, qui pense que c'est la moitié ? Ok, donc vous dites que moins de la moitié des jobs en France sont considérés comme mixtes. Vous pensez la moitié à peu près, c'est ça ? D'accord ? Qui pense qu'il y a plus de la moitié des métiers qui sont mixtes ? Vous, qui pense qu'il y a 30 métiers sur 87 qui sont mixtes ? Ok ? Qui pense qu'il y en a 25 ? On pourrait continuer, allez, je ne vais pas prendre trop de temps. Il y a 18 familles professionnelles sur 87 qui sont mixtes en France, c'est-à-dire qu'il y a 70 familles professionnelles dans ce pays qui ne sont pas mixtes. Pourquoi ce chiffre est intéressant ? Parce que c'est de la statistique et de la sociologie, donc on pourrait se dire, c'est un peu difficile. En fait, si on le formule autrement, ce que veut dire ce chiffre, c'est qu'en France, aujourd'hui, le principal élément qui peut nous permettre de prédire le job que quelqu'un va exercer dans la vie, ça n'est pas son diplôme, ça n'est pas son lieu de naissance,
ça n'est pas la catégorie socio-professionnelle de ses parents, c'est d'abord et avant tout, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Le principal prédestinateur du job que quelqu'un va occuper, c'est est-ce qu'il est né femme ou homme aujourd'hui en France. Donc, ça vous permet de prendre la mesure globalement de ce dont on parle quand on parle des inégalités, et en particulier des inégalités professionnelles dans ce pays. C'est de ça dont on parle. On parle de lieux de pouvoir, et en particulier de pouvoir économique, qui sont massivement occupés par les hommes. On parle d'écarts de salaire qui restent à un niveau sensible et qui s'expliquent pour la moitié de cet écart par des dynamiques discriminatoires. Et on parle enfin d'une identité de genre qui est la principale prédestinatrice du métier qu'on va exercer pour 20, 30, 40 ans de sa vie. Poursuivons un instant la démonstration. Encore un pas. On a parlé de l'écart de salaire, de l'ordre de 15%, avons-nous dit. Si on met ça dans le temps, si on se demande quel était l'écart de salaire il y a 10 ans, l'écart de salaire il y a 10 ans, c'était 17%. Si on regarde l'écart de salaire il y a 20 ans, c'était 18-19%. Il faut remonter aux années 80 pour avoir en moyenne 22-23%. D'accord ? Ce qui veut dire, globalement, quand vous regardez ça, et c'est très éloquent quand vous mettez ça sur un diagramme, vous vous rendez compte, globalement, que les inégalités salariales ne régressent plus dans notre pays, ou très peu. On est face à un plateau où, globalement, on gagne 0, quelque chose par an. On peut même dire pire que ça, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est que globalement, dans les périodes de croissance économique, les inégalités s'aggravent. Elles ne se résorbent pas parce que les hommes profitent davantage des périodes de croissance économique que les femmes. Donc ça renforce les inégalités. Je suis désolé, je suis encore convalescent, donc je peux parfois perdre un peu mon souffle. D'un autre côté, on voit qu'on a un débat public relatif aux inégalités, en particulier aux inégalités professionnelles, qui est extrêmement dynamique, extrêmement riche. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes capable de citer des initiatives de loi, des textes réglementaires parus ces derniers mois ou ces dernières années visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes? Allez-y. Non, rien? Non, je ne vous crois pas. Est-ce que vous... Je repose la question. Je comprends qu'ils sont un peu tard. Est-ce que vous êtes capable de citer une initiative, un texte de loi, une réglementation, un moment, plus simplement, dans le débat public de ces dernières années, où, globalement, la question de l'égalité femmes-hommes a été mise en jeu, mise en débat? Ok, non. Oui, tout à fait. On a eu une recommandation relative à la diversité dans les médias qui a intégré la question femmes-hommes. Oui. Oui, le rallongement du congé paternité a été débattu dernièrement. D'autres choses? Vous avez peut-être... Oui. Oui, bien sûr, vous avez le débat qui se poursuit à plus ou moins forte intensité, qu'on a résumé par l'expression, le hashtag MeToo, mais qui a aussi des traductions réglementaires, législatives importantes. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler, je vous donne la parole tout de suite, de la loi Moreno, qui visait à féminiser les comités exécutifs, puisque globalement, actant le fait que la loi Copé-Zimmermann, votée 10 ans avant, n'avait pas suffi, il y a une loi qui s'appelle Rixain, parce c'était Moreno en tant que ministre, mais Rixain en tant que député qui l'avait porté, qui vise à obliger les entreprises à avoir des comités exécutifs mixtes. Oui? C'est quoi la taxe rose? Oui. Alors, il y a aujourd'hui une réflexion sur l'élaboration d'une taxe rose, en effet. Ce n'est pas encore quelque chose qui est passé dans la loi, mais c'est un débat qu'on commence en effet à voir émerger.
Il y a eu l'index égalité, c'est-à-dire aussi l'obligation pour les entreprises de plus de 1000 salariés de publier des chiffres en matière d'égalité ou d'inégalité de salaire, etc. Vous pourriez vous amuser, comme on l'a fait au sein de l'agence, à mettre ces débats publics et ces débats parlementaires dans une frise. Merci beaucoup. Et vous verriez que globalement, tous les 6 mois, vous avez un grand texte de loi destiné à réduire les inégalités femmes-hommes en France. Et quelles que soient vos opinions politiques, je vais faire l'hypothèse avec vous, concédez-moi, que, disons, sur les 10 dernières années, sur les 20 textes de loi parus à ce sujet, il y en a peut-être 1, 2 au moins que vous trouvez, que vous êtes susceptible de trouver intéressant, intelligent, résolu, sincère, etc. Peut-être que vous êtes sceptique sur le débat public. En tous les cas, si vous vous projetez dans une carrière de communication, je ne vous le souhaite pas. Mais admettons que vous le soyez. On va considérer que tout de même, une fois de temps en temps, rarement, vous trouvez qu'un texte de loi est intéressant. Voilà. Et pourtant, quand on regarde l'impact sur les statistiques de ces textes de loi, on est face à un truc désespérant. C'est-à-dire qu'on a un dynamisme parlementaire invraisemblable, un débat public infini sur ce sujet et une réalité sociale complètement stagnante face à des inégalités qui, comme je le disais à l'instant, ne régressent plus. Ça fait plusieurs années qu'on se mobilise à peu près toujours début novembre, quoi. Alors qu'on pourrait penser qu'au fur et à mesure du temps, la date reculerait, mais non. Bien. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est comment expliquer ce paradoxe entre des initiatives de loi extraordinairement résolues, au moins une fois de temps en temps, et une réalité statistique cruelle. Oui ? Parfois, pas toujours, mais parfois. On est d'ailleurs dans une période où le recours à la sanction est quelque chose qui est fait beaucoup plus facilement. Il y a encore 10 ans, sur n'importe quel sujet, on hésitait à mettre en place un appareil de sanctions en préférant des dynamiques incitatives. Aujourd'hui, il n'y a plus trop d'hésitation, et en particulier sur ces sujets. Donc la question qu'on peut se poser ensemble, c'est ce paradoxe entre des initiatives de loi très résolues, une fois de temps en temps au moins, et une réalité statistique cruelle et désespérante par certains aspects, puisque ces sujets ne progressent plus. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe ? C'est là que j'en viens à la réflexion fondatrice de l'écriture inclusive. Ce que disent les personnes qui promeuvent l'écriture inclusive, ce que dit d'ailleurs plus largement une grande partie des sciences humaines, c'est que globalement, on baigne dans une langue qui entretient ce qu'on essaie de combattre par ailleurs. Le code culturel dans lequel nous baignons entretient des stéréotypes qui contreviennent, qui s'opposent, qui dissipent les effets pris par ces différentes lois. Disant cela, je le formule sur avec une formulation un peu ampoulée et universitaire, mais globalement, si je devais remettre ça dans le débat public, c'est par exemple ce que disait Brigitte Grésy, l'ancienne présidente du Haut Conseil à l'égalité, qui a interrogé sur l'échec des politiques publiques en matière d'égalité, disait « mais les stéréotypes de genre diluent les effets des lois ». On est face à des lois qui se heurtent aux stéréotypes qui circulent dans notre société. Vous connaissez peut-être la phrase d'Einstein, il est plus facile de fracturer un atome qu'un cliché. Eh bien, s'agissant des problématiques relatives aux stéréotypes de genre, on est face à quelque chose de cette nature, selon elle. Et quel meilleur vecteur pour comprendre la manière dont les stéréotypes s'élaborent, s'entretiennent et perdurent que le langage ? Il faut s'intéresser à la langue pour comprendre dans quel bain culturel nous nous trouvons. Voilà la réflexion fondatrice de l'écriture inclusive. C'est donc un regard sur l'égalité et c'est une démarche qui, pour expliquer l'échec des politiques publiques, se pose la question de la culture dans laquelle nous nous trouvons et de la manière dont des stéréotypes circulent au sein de cette culture, prioritairement par la langue, mais plus largement par l'ensemble des dispositifs sémiotiques, par l'image, par l'agencement, etc. Est-ce que je vous ai toujours avec moi ? Ok, je continue.
Alors je ne vous demande pas évidemment d'accéder à cette idée de prendre cette idée comptant. On pourrait faire un certain nombre de choses. Par exemple, un des trucs que nous faisons dans le cadre d'ateliers qu'on organise avec des entreprises ou des institutions, c'est qu'on leur fait lire un texte au féminin générique. En fait, on prend n'importe quel texte, un texte d'actu, on le fait basculer au féminin générique. Il est souvent écrit au masculin générique. Et on demande aux gens de nous dire ce qu'ils ressentent au travers de ce texte. Et on se rend compte très vite que dès lors qu'un texte est fait l'essai ce soir chez vous, tapez sur Google texte écrit au féminin générique, et vous verrez qu'en lisant un texte au féminin générique, vous prenez la mesure du fait que l'utilisation du masculin générique dans laquelle on baigne depuis qu'on est enfant est quelque chose qui nous conditionne, qui nous dompte à l'idée que le masculin est la norme et le féminin l'exception. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer un texte par cher collaborateur, c'est l'exemple qu'on prend, on le démarre par chère collaboratrice. Exactement. Exactement. On renverse la norme. Non, le féminin générique. Alors, il y a certaines pratiques militantes qui le font de manière un peu provocatrice, mais tout à fait sensée. Par exemple, je sais qu'il y a une universitaire qui s'appelle Maria Candéa, qui, depuis plusieurs années maintenant sur Twitter, ne s'exprime qu'au féminin générique, justement pour mettre en évidence ça et confronter son audience à ce que l'utilisation du féminin générique génère, et donc pour mettre en évidence tout ce que le masculin générique, par l'absurde, tout ce que le masculin générique entretient. Mais on a plutôt des textes qui vont être vigilants dans une expression égalitaire, mais qui ne vont pas adopter du féminin générique. C'est un exercice de pensée, c'est globalement au service de mon travail argumentatif que je vous propose de regarder un texte au féminin générique. Mais il n'y a pas aujourd'hui de demande sociale au renversement de la norme. Lorsqu'on est confronté à un texte au féminin générique, on se rend compte globalement de deux choses. La première, c'est que l'utilisation du genre masculin pouvant être ou spécifique, c'est comme ça que ça s'appelle en grammaire, c'est-à-dire que quand on dit les comédiens jouent bien, le mot comédien peut ou désigner que des hommes, ou désigner l'ensemble de la troupe, et c'est par le contexte qu'en français on le devine, c'est par l'habitude, c'est par l'interaction, c'est par tout un tas d'autres éléments que des éléments grammaticaux, qu'on peut le deviner, qu'on peut le présumer. En fait, c'est source de beaucoup d'ambiguïté. Et en fait, on a l'habitude de décoder ces ambiguïtés parce qu'on est culturellement suffisamment conditionné pour pouvoir les repérer et les interpréter. Mais en fait, grammaticalement, on n'a aucun élément qui nous permet de le savoir et c'est source de beaucoup d'ambiguïté. Donc d'abord et avant tout, ce dont on se rend compte, c'est que l'utilisation de ces deux genres du même genre pouvant vouloir dire deux choses, c'est source de beaucoup d'ambiguïté dans la langue. La deuxième chose, c'est qu'on prend évidemment la mesure de ce que ça véhicule comme représentation. Et schématiquement, ça véhicule comme représentation l'idée que le masculin est la norme et le féminin l'exception. Ce qui n'est pas certainement pas anodin du point de vue de la manière dont les stéréotypes circulent dans notre société. On peut apporter plein d'autres éléments. Par exemple, il y a des études qui ont été faites depuis à peu près les années 70 pour les premières études sur ce sujet, dans beaucoup de langues, et en particulier pour le français de France. On demande à une population composée de 1000 personnes. C'est une étude qu'on a refaite. C'est une étude qui a été faite dans les années 2000 par quelqu'un qui s'appelle Marcus Breuer et qu'on a refait dans le cadre d'un sondage d'opinion parce qu'on voulait créer, disons, des artefacts pour animer le débat public. On a demandé à 1000 personnes, on a fait ça avec Google France. On leur a dit, on a demandé à un premier groupe, un premier tiers, de citer 2 écrivains célèbres. Un deuxième tiers de citer 2 écrivains ou écrivaines célèbres. Et un troisième tiers de citer 2 personnes célèbres pour leurs écrits. Et on s'est demandé combien allaient citer au moins une femme, en fonction de la formulation choisie. Citer 2 écrivains célèbres, vous avez à peu près 6% des personnes interrogées qui citent au moins une femme. Citer 2 personnes célèbres pour leurs écrits, vous avez à peu près 10%. Et citer 2 écrivains ou écrivaines célèbres, vous avez 18% qui citent au moins une femme. On a fait ça sur plein de noms de métiers, puisqu'on pourrait dire oui, mais dans écrivain, c'est difficile parce qu'on connaît plus d'écrivains que d'écrivaines. Donc on a fait ça dans une grande diversité de métiers pour éliminer ce qu'on appelle en statistique le biais de stock. C'est comme ça que ça s'appelle, le fait que
Spontanément, on ne se représente pas en proportion égale des femmes et des hommes. Et globalement, l'écart de 1 à 3 est toujours le même. Enfin, c'est le même. C'est-à-dire que quel que soit le métier sur lequel vous interrogez les gens, selon la formulation que vous utilisez, vous avez 3 fois plus de noms de femmes qui sont spontanément cités lorsque vous utilisez une formulation qu'on appelle en syntaxe une formulation fléchie, c'est-à-dire vous utilisez les 2 genres, ou une formulation englobante, genrée, lorsque vous utilisez que le masculin ayant une valeur générique. Et puis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet. Je ne veux pas être trop long ce soir, on pourra en reparler. Si ce sujet vous intéresse, il y a un livre très bien fait qui vient de paraître il y a quelques mois, dans la même collection au Robert que le mien, qui s'appelle « Le cerveau pense-t-il au masculin ?» de quelqu'un qui s'appelle Pascal Gigax, qui travaille depuis des années, qui est un psycholinguiste, qui travaille depuis des années sur ce sujet et qui a fait une synthèse de 70 ans de travaux sur le fait que le masculin grammatical active, pour le français, des représentations d'abord masculines. Et il y a beaucoup d'études qui permettent désormais de s'en rendre compte. Voilà le pourquoi de la réflexion relative à l'écriture inclusive. Avant d'aller sur le versant du comment, les formes féminines, les pronoms, le point médian et tout ça, est-ce que vous avez des questions sur le pourquoi ? Bon, moi, vous savez, je fais ça parce que j'ai du plaisir, mais aussi parce que je ne désespère pas de convaincre encore et encore, même si c'est un débat qui est inutilement devenu très polémique. Si vous avez des réserves à l'argumentaire que je viens de tenter de développer devant vous, c'est le moment de les formuler. Merci. Allez-y. Plutôt que rester dans votre coin avec votre truc qui dit non, mais en fait, c'est pas vrai ce qu'il dit parce que ceci, cela, dites-le. Alors, d'abord, intéressez-vous aux greffiers et aux chirurgiens. Vous verrez que la distribution genrée n'est pas du tout l'apanage des professions où les salaires sont les plus bas. Et ensuite, globalement, je reprends ce que j'ai dit, parce que je crois que dans la manière dont vous l'avez reçu, peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été clair de ma part. Ce que dit l'INSEE, c'est que sur la base du fait qu'il y ait seulement 18 familles professionnelles qu'on peut considérer comme mixtes en France, sur 87 familles au sens de sa classification, ce qu'elle en déduit, c'est que le principal facteur qui permet de prédire le métier de quelqu'un, le principal contributeur à ce qui fait que globalement on voit un individu lambda et on est capable de dire lui il a X chances de faire tel ou tel job, c'est le truc le plus contributif, ça n'est pas, ou le plus explicatif, ça n'est pas la catégorie socio-professionnelle de ses parents, ça n'est pas l'école où il est allé, ça n'est pas le diplôme qu'il a obtenu, ça n'est pas l'endroit où il est né. Tous ces éléments-là prédéterminent, bien sûr, mais le truc qui prédétermine plus encore, c'est est-ce qu'on est un homme ou une femme. Voilà, c'est ça que dit l'INSEE. Moi, j'avais une question, en fait. C'était pour savoir, du coup, vous dites que l'écriture inclusive, il faut qu'elle soit, qu'elle mette tout le monde dans l'égalité. Sauf que... du coup, est-ce que par exemple on doit vraiment modifier notre façon de parler ? Vous avez dit que non, mais du coup pour mettre tout le monde dans le même piédestal et qu'ils soient tous égalitaires, il faut plutôt prendre un vocabulaire accessible à tout le monde et à la portée de tout le monde, je pense, non ? Oui, voilà. Vous avez. Alors, si je comprends bien votre réflexion, globalement, on entend parfois au travers des critiques adressées à l'écriture inclusive, des critiques portant sur l'élitisme de l'écriture inclusive. On dit qu'en fait, au motif de l'égalité, on est en train de rajouter de la nouvelle ségrégation entre les personnes qui maîtrisent une certaine manière de parler et les autres. C'est ce que vous voulez dire ? Oui, un petit peu. Un petit peu ou c'est ça ? Ce que je veux... oui, c'est ça. C'est ça ? Non, mais parce que peut-être que j'ai pas bien compris. Non, c'est ça. Ok. Alors, je vais aborder ce sujet-là plutôt en parlant des modalités, parce que je suis... moi, globalement, dans le débat relatif à l'écriture inclusive, je suis tenant d'une ligne dans laquelle je suis assez seul. C'est seul. Je ne suis pas complètement tout seul non plus, mais on est peu. Où, globalement, j'essaye de proposer
débaucher à la fois une écriture qui soit parfaitement mise au service d'un projet d'égalité, mais qui soit également parfaitement imparable et respectueuse de la syntaxe, de la grammaire, etc., notamment au motif qu'il faut qu'elle reste accessible le plus largement. Donc ça m'amène à faire des choix, à mettre le curseur à un certain niveau, qui est que globalement, ma préoccupation, c'est que quelqu'un qui utiliserait ça ne peut pas venir se voir reprocher quoi que ce soit par quiconque dans sa pratique. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, ici. Oui. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question, c'est plus personnel. C'est pourquoi vous, en tant qu'homme, ça vous intéresse l'écriture inclusive? Qu'est-ce qui vous a intéressé et pourquoi voilà. Merci. C'est une question qu'on ose rarement me poser et qui a pourtant, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, été assez présente pour moi, puisque je me suis beaucoup posé cette question, non pas de d'où me venait cette aspiration, mais plutôt de qu'est-ce que je faisais du fait que j'étais un homme et qui en plus a des stigmates de genre masculin assez présents, ne serait-ce que sur son visage, dans le cadre de ce travail. Alors je peux vous répondre de plusieurs lieux. Je peux vous répondre d'abord d'un lieu académique. C'est pour ça que j'ai fait tout un détour préalable sur, globalement, moi ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les mots accompagnent les transformations du monde. Et évidemment que la question de l'égalité, c'est une question qui est présente dans nos sociétés, en particulier en France. Et donc ça fait partie des sujets qui m'intéressent, comme analyste du discours. Mais je me suis aussi intéressé aux emojis, par exemple. Je ne vous ai pas du tout parlé des emojis ce soir. On pourrait en parler un autre soir. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Je vous ai parlé aussi de la narration. Enfin, voilà. Donc je m'intéresse à ce sujet parmi d'autres, et plutôt comme analyste du discours. Ensuite, il y a autre chose. Évidemment que moi, au cœur de mon identité politique, il y a la question de l'égalité. Et je me suis évidemment posé la question de la manière dont, en tant qu'homme, j'étais... ce coup-ci plutôt globalement du côté des dominants sur un projet d'égalité. Et en tant qu'homme, j'ai évidemment conscience que c'est du pouvoir que je laisse en faisant la promotion de l'écriture inclusive, c'est-à-dire au regard de mon genre. C'est une trahison de genre, comme on pouvait parler d'une trahison de classe, vous voyez. Donc voilà. Si je suis tout à fait lucide, je vois bien que ça m'apporte un bénéfice moral d'un autre côté. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas le voir. Bien sûr que ça m'apporte un bénéfice moral également, et que ce bénéfice moral, c'est la rétribution des personnes qui œuvrent à quelque chose. Donc voilà ce que je peux vous dire d'une manière aussi lucide que possible sur ce que je fais sur ce sujet. Comment ? Moi, au cœur de mon identité politique, il y a la question de l'égalité. C'est ce qui, en fin de compte, à la fin, compte le plus pour moi. Et par exemple, je me suis éloigné vraiment de l'ensemble des associations au sein desquelles j'ai fait mon éveil à ces questions, parce que je trouve que le monde antiraciste n'a pas suffisamment fait son aggiornamento sur ces sujets-là. Reste un monde qui est très travaillé par un truc qu'ils ne veulent pas voir, qui est la question de l'égalité et de la manière dont nos sociétés continuent de véhiculer des inégalités. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle moi je m'intéresse à ces sujets, disons sur un plan plus civique. Oui. Vous avez perdu du pouvoir. Enfin, vous êtes conscient que vous perdez du pouvoir. Non, je mets au service. Je prends la parole sur un sujet qui donne moins de pouvoir aux hommes. Oui. Puisque à la fin, globalement, il y a 40 places à la direction des boîtes, et si on poursuit un projet d'égalité, il n'y en aura plus que 20 pour les hommes, alors qu'aujourd'hui, il y en a 37. Oui, mais du coup, c'est pas un pouvoir qui est légitime. Enfin, le pouvoir que là, les hommes ont actuellement, il n'est pas légitime. Parce que vous faites une confusion dans votre esprit entre ce qui est juste et ce qui est légitime. Mais un truc peut être légitime et pas juste. D'ailleurs, c'est tout le travail des institutions que de légitimer des choses qui sont une vision située du réel. C'est parce que vous êtes assoiffé de justice que vous ne percevez pas la nuance. Mais vous verrez que malheureusement, ça viendra. Est-ce que du coup, selon vous, cette écriture inclusive, elle doit aussi s'appliquer, par exemple, à la littérature ? La littérature, c'est autre chose.
C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une licence créative, un contrat de fiction, par exemple, pour une certaine partie de la littérature. Il y a plein d'auteurs et d'autrices qui s'intéressent à l'écriture inclusive, que ce soit par adhésion ou que ce soit parce que c'est une contrainte créative que certains ou certaines peuvent trouver stimulante. Par exemple, il y a un livre de quelqu'un qui s'appelle Aude Walker, qui s'appelle Cavale, qui est paru l'année dernière, qui est rédigé en tentant d'ébaucher des trucs en écriture inclusive. Marie Dariussec a fait tout un livre où globalement, le personnage fait une fausse couche d'une petite fille et en fait se trouve très emmerdé parce que la langue française ne prévoit pas de mot bébé, de E muet au mot bébé. Donc en fait, elle a perdu un bébé alors que pour elle, le fait que c'était une fille est quelque chose d'essentiel dans son deuil. Et elle a fait tout un livre de cette contrainte-là. Donc vous avez tout un tas de choses qui s'ébauchent en littérature, mais il y a globalement une liberté créative en littérature qui fait qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de venir dire qu'elle doit emprunter tel ou tel code, etc. Les personnes, les auteurs et autrices de littérature, globalement, font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ou pas, mais quand vous parlez d'écriture inclusive, est-ce que vous parlez d'écriture neutre ou alors ça serait plus féminisé ? Je vais en parler tout de suite. Okay. Vous avez raison, je suis resté pour l'instant volontairement sur le champ du pourquoi, parce que si en fait on n'est pas convaincu par ce que je viens d'essayer de partager, globalement, je vais me prendre plein de résistance au moment où je vais dire alors là il faut faire comme ci, là il faut faire comme ça. Donc comme maintenant j'ai l'habitude, je fais un petit arrêt ici et je demande aux gens ce qu'ils en pensent. Mais bon, voilà. Je continue. Il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Ok. Donc maintenant qu'on a abordé le pourquoi, on peut aborder le comment. D'accord ? Globalement, l'écriture inclusive que le HCE, Eliane Viennot et moi-même préconisons peut se définir de la manière suivante. C'est un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques destinées à assurer une meilleure représentation des femmes et des hommes dans nos manières d'écrire. Alors quand il y a des slides derrière, c'est plus facile à retenir. Mais il y a deux idées qui sont importantes dans la définition que je viens de formuler là. La première, c'est que le projet d'écriture inclusive promu par exemple par le Haut Conseil à l'égalité, ça n'est pas une autre grammaire. On n'invente pas des mots, on ne change pas les règles d'accord, etc. Ce sont des attentions. Donc c'est globalement, on part de l'idée que le français est parfaitement équipé pour l'égalité et on se demande comment avoir recours à un certain nombre de possibilités. Par exemple, dire français et française, c'est pas moins français que de dire français seulement. C'est possible, pour peu qu'on y fasse attention. Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est que c'est un ensemble de possibilités. L'écriture inclusive promue par le Haut Conseil à l'égalité, c'est un ensemble d'options. Il ne s'agit pas de dire que lorsque vous ne faites plus ci, faites ça. C'est globalement, voilà une formulation qui est une formulation genrée problématique, et voilà, du coup, un certain nombre de formulations alternatives possibles. Choisissez celle qui vous va le mieux, en fonction de la taille. Un tweet et un article, c'est pas pareil. En fonction des effets de sens, en fonction de votre flemme, en fonction de ce que vous voulez. Gardez la responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité éditoriale. C'est vous qui, en tant que personne qui rédigez vos tweets, vos posts, vos articles, êtes les garants et les garantes de vos textes. Donc il est important que vous ayez cette liberté dans vos manières de formuler, que l'écriture inclusive ne rigidifie pas la langue. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble de possibilités. 3 options concrètement. 1, globalement, utiliser le genre qui correspond au métier, utiliser la formulation qui correspond au genre de la personne que vous désignez. Si c'est une femme qui occupe un job, utilisez le mot au féminin. Si c'est un homme, utilisez-le au masculin. Et ça, c'est très bien comme ça. Donc magistrat donne magistrate, chirurgienne au masculin donnera chirurgien, professeur au masculin donnera, et là ça va commencer à vous gratter un peu, professeuse, et pas professeur EURE, au motif que globalement la langue française a des flexions grammaticales qui sont tout à fait stables. Les mots en heure donnent euse, et il n'y a pas de raison qu'on rajoute des exceptions, qu'on contribue à l'élitisme de la langue en expliquant que danseur c'est danseuse, mais procureur c'est procureureux. Il n'y a pas vraiment de raison grammaticale à cela. Donc ça, c'est le pan 1. Il est important de vous dire que, je ne sais pas si ça vous paraît évident et trivial ce que je viens de dire, mais ça n'a pas du tout été naturel. Ça fait l'objet de beaucoup de débats très vifs jusqu'aux années 2015 environ. C'est vraiment le débat de 2017 relatif à l'écriture inclusive qui a globalement
fini d'installer l'idée qu'on ne pouvait plus décemment utiliser des noms de métiers au masculin pour désigner des femmes. Tous les textes de loi le reconnaissent, le consacrent. La circulaire Philippe, la circulaire Blanquer, la commission de terminologie de 85, les textes européens. L'Académie française elle-même a fini, après avoir passé 30 ans à combattre ce truc aussi farouchement que possible, à dire en 2019 qu'elle n'y voyait plus d'opposition de principe, comme si elle avait toujours été favorable ou tiède sur le sujet. Pas du tout. Maurice Druon a été très dur sur le sujet, Hélène Carrère d'Ancos encore plus. Et enfin, la majorité de l'opinion publique française y est favorable. Quand vous faites des sondages, vous voyez que de tous les pans de l'écriture inclusive, c'est le truc qui suscite la plus large adhésion. Vous avez 68% de la population française qui se déclare favorable. Globalement, un truc assez simple, c'est utiliser le genre qui correspond aux personnes, enfin le nom de métier qui correspond au genre de la personne que l'on désigne. C'est acquis ça, c'est bon? Je peux continuer? Ok. Deuxième grande convention, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes face à un masculin générique du genre les étudiants ont envie de rentrer chez eux ce soir. Quand je dis les étudiants, je désigne l'ensemble des personnes qui sont dans la salle, d'accord? Or, les étudiants, c'est une formulation masculine. On utilise un masculin générique. Donc, quelles sont les alternatives possibles? Il y en a 3, globalement. Première alternative, vous allez tout simplement doubler les étudiantes et étudiants. Alors, pourquoi les étudiantes en premier et pas les étudiants? C'est simplement parce qu'on va privilégier l'ordre alphabétique. Donc, il y a certains cas où ça sera le féminin d'abord et d'autres cas où ça sera le masculin d'abord. Deuxième option, vous pouvez chercher une reformulation. Par exemple, vous pourrez dire les L1, L2, L3 ont apprécié la conférence. C'est pas moins français de dire ça. Donc c'est une reformulation où vous n'avez plus besoin de genrer la population que vous désignez. C'est ce qu'on appelle une reformulation englobante. C'est ce qu'on appelle en syntaxe un hyperonyme, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi chercher un synonyme qu'on appelle un synonyme épicène. Un synonyme épicène, c'est un mot qui s'écrit pareil au masculin et au féminin. Les étudiants peuvent peut-être être remplacés dans certains contextes par les élèves ont envie de rentrer chez eux. Le mot élève, on dit un ou une élève. Et en fait, la langue française est truffée de mots épicènes. Globalement, cadre, un ou une cadre, membre, un ou une membre, journaliste, un ou une journaliste, architecte, plein de gentilés, c'est-à-dire les populations qui vivent dans certains endroits sont épicènes aussi, etc. Donc, deuxième option, vous pouvez chercher une reformulation, ou en montant en généralité, ou en vous demandant si vous n'avez pas un synonyme qui vous convient et qui est à disposition et qui est épicène. Troisième option, dans certains cas seulement, vous pouvez utiliser un point médian. Le point médian, il va s'utiliser comme une abréviation. C'est ça qu'il faut comprendre. De la même manière que quand vous voyez M point, vous comprenez qu'à l'oral, vous ne dites pas M, vous dites monsieur. Et quand vous voyez MME, vous ne dites pas M, vous dites madame. Bah là, c'est pareil. Lorsque vous voyez étudiant.es, vous lirez les étudiantes et les étudiants, tout simplement. C'est une abréviation. Et quand vous écrivez en cours, vous utilisez plein d'abréviations, certainement. Un rond pour dire TION, un à l'envers pour dire quel que soit, etc. Donc c'est pareil, c'est un usage qui est une abréviation. On va simplement, par convention, limiter cet usage aux mots qui sont très proches au masculin et au féminin. Je sens que je commence à vous perdre, donc je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que dans étudiant et étudiante, on a une lettre d'écart. Donc, quand on fait des tests, on se rend compte que ça ne pose pas de problème de lecture. Ça ralentit pas la lecture, ça énerve pas les gens, ils vous disent pas que c'est illisible, etc. Mais on va éviter de le faire pour les mots qui sont trop éloignés. Directeur, directrice, on le laissera comme ça. On ne mettra pas directeur.ris, on ne mettra pas joyeux.euse, on ne mettra pas vif.ves, etc. Au motif que globalement, on se rend compte que c'est sur ces occurrences-là que les personnes qui sont plutôt réservées ou opposées à l'écriture inclusive s'énervent. Et en fin de compte, après plusieurs années de débat, on peut aussi poursuivre un projet de pacification au travers de ce sujet. On se rend compte qu'il y a certains cas où ça ne pose pas de problème. Globalement, tous les cas où avant il y avait des parenthèses, genre né-le avec un E muet, ce qu'on propose, c'est de remplacer ça par un point. Et pour tous les autres cas, on va plutôt utiliser ou la première ou la deuxième option, c'est-à-dire reformuler ou mettre les deux mots. Avec ces deux trucs-là, déjà, vous avez couvert 99% des cas. Le dernier truc, c'est que vous avez un certain nombre de mots dans la langue française qui, en raison de leur histoire, comportent une charge qui est une charge sexiste. Par exemple, l'expression « en bon père de famille » dans le droit, qui a été progressivement remplacée par toute la jurisprudence par « raisonnablement ». Le fait de parler de l'homme avec ou sans majuscule pour désigner l'ensemble du genre humain.
etc. Donc vous avez comme ça quelques mots qui, en raison de leurs usages, peuvent être amenés à être questionnés. Et donc, c'est une liste assez réduite de mots. Je vous ai déjà donné les 2 principales choses. Si vous vous y intéressez encore, vous pourrez en retrouver. Par exemple, moi, dans le cadre de mon travail de thèse, je m'étais intéressé à la formulation « le législateur » avec un L majuscule. Voilà, qui désignait globalement l'ensemble des institutions qui régissent le droit. Mais c'est un nombre de cas assez limité. Voilà, globalement, avec ces 3 conventions, vous pouvez avoir une écriture parfaitement inclusive, parfaitement imparable du point de vue du respect de sa grammaire, de sa syntaxe, parfaitement lisible, parfaitement facile et automatique, parfaitement déployable à l'échelle d'une institution et parfaitement mise au service d'un retravail des représentations et des stéréotypes de genre. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Est-ce qu'on prend le temps de quelques questions? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oh oui, ok. Je vais devoir marcher, tu vois. Est-ce que vous pensez que vouloir l'écriture inclusive, c'est être féministe, ou alors c'est juste être conscient de l'évolution de la langue française? Alors, vous voyez, face à cette question, je me pose tout de suite la question de, avec mon appareillage conceptuel, comment je peux la reformuler? Donc moi, je vais la reformuler en termes d'éthos, c'est-à-dire de l'image que l'on veut renvoyer de soi quand on est une institution, un individu, au travers de son discours. Globalement, ce que j'observe, c'est que dans les institutions qui abordent le sujet, il y en a plein qui revendiquent un éthos féministe. C'est-à-dire que, par exemple, on accompagne en ce moment la métropole de Strasbourg, et Strasbourg dit, nous, on est la première métropole féministe de France. C'est notre ambition. Donc, en fait, leur travail sur l'écriture inclusive s'accompagne d'une revendication en termes d'éthos, qui est une revendication féministe. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Canal+ a, dans toute une partie de sa communication, adopté l'écriture inclusive et se garde de dire qu'elles le font par féminisme. En fait, Canal+ le fait pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons tout à fait utilitaristes, c'est-à-dire que globalement, c'est un levier de rajeunissement de leurs audiences. Parce que c'est un des effets observables sur le plan institutionnel de l'adoption de l'écriture inclusive, que ça permet de rajeunir les audiences. Et pour les médias, rajeunir les audiences, c'est un enjeu permanent. Donc ce n'est pas toujours le cas. Oui, vous avez dit qu'il y avait des... Enfin, on sait tous qu'il y a des inégalités hommes-femmes, etc. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a des études qui montrent que le fait de changer la façon dont on parle et la façon dont on écrit, ça change véritablement la mentalité des gens, et est-ce que ça a des conséquences qui résolvent ces inégalités ou pas? Ah, alors, on a, pour le français et pour plein de langues, on a 70 ans de travaux sur le plan individuel cognitif. C'est-à-dire que globalement, on est capable de montrer de manière quand même maintenant assez solide, et j'ai fait court, mais je pourrais être intarissable sur le sujet, que globalement, l'effet que ça a sur le plan individuel, lui, est un effet tout à fait notable. On peut repérer le fait que ça a un effet sur les représentations individuelles. D'accord ? L'exemple que je vous ai donné sur, en fonction de la formulation que vous utilisez, vous avez 3 fois plus de chances qu'au moins une femme soit citée spontanément, et l'une des études. Mais par exemple, je peux en citer une autre pour ne pas vous laisser sur votre faim. Il y a une étude qui a été faite en 92 ou 93 qui globalement a consisté à interroger des jeunes lycéens et lycéennes et à leur demander: est-ce que vous vous projetez dans la profession de mathématicien? Et à d'autres: est-ce que vous vous projetez dans la profession de mathématicien ou mathématicienne? Ça a été fait sur plein de noms de métiers et ça a été fait sur des noms de métiers stéréotypés masculins ou stéréotypés féminins. Et ce que disent les personnes qui ont fait ce travail, c'est que globalement, il y a une différence dans le sentiment de projection à exercer un job qui est très nette selon que l'on formule la chose au masculin générique ou dans les deux genres chez les jeunes filles, mais, et c'est encore plus intéressant, c'est même sensible, dans des proportions moindres, chez les jeunes garçons. Quand vous posez à des jeunes garçons la question de savoir s'ils se projettent dans la profession de mathématicien ou mathématicienne, vous en avez un peu plus qui vous répondent oui que si vous leur dites mathématicien seulement. Et ce qu'expliquent les personnes, c'est que ça laisse que globalement, les dynamiques
où ces stéréotypés masculins laissent entrevoir des dynamiques compétitives qui peuvent rebuter certains jeunes garçons également. Voilà. Donc c'est par exemple une autre étude. Mais vraiment, il y en a plein. Enfin, si ce sujet vous intéresse. Les premiers travaux qui ont été faits, c'était pour l'anglais dans les années 70, par un tandem, un couple qui s'appelait Bem et Bem, donc Sandra et Daryl Bem, qui dans les années 70 ont travaillé sur ce sujet. Et vous avez plein de travaux maintenant. Là où tout à l'heure j'ai fait l'impasse, délibérément, c'est qu'on n'a pas encore d'études sur le plan institutionnel. C'est-à-dire que le passage à l'échelle, lui, n'est pas encore avéré. On n'est pas capable de dire l'adoption de l'écriture inclusive transforme la société. On n'a pas encore de recul là-dessus parce que sur le plan institutionnel, on n'a pas suffisamment d'années d'utilisation. C'est d'ailleurs le projet de Jana qui était avec toi, qui a dû partir, je pense, qui fait une thèse en chiffres au sein de l'agence que je dirige, que de venir documenter les effets institutionnels de l'écriture inclusive. Moi, j'observe empiriquement des choses. J'en observe principalement 3. La première, c'est que c'est un levier de féminisation des candidatures, le fait d'utiliser l'écriture inclusive dans une boîte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, par exemple, qui ont adopté l'écriture inclusive pour féminiser les candidatures de ces écoles. Le CNAM, par exemple, ou d'autres. Le deuxième levier, je l'évoquais à l'instant, c'est un levier de rajeunissement des audiences. Et le troisième levier, c'est que c'est une manière d'ancrer les politiques d'égalité au sein des boîtes. C'est-à-dire que globalement, le comité égalité, la personne qui est chargée égalité-diversité, les personnes les plus féministes au sein d'une organisation, même quand ce n'est pas formalisé au sein d'un collectif, vous disent que l'adoption de l'écriture inclusive a ceci de formidablement engageant et encombrant pour l'entreprise, que ça leur donne un point d'ancrage. C'est-à-dire qu'ensuite, pendant les 6 mois, 1 an qui suivent, elles passent leur temps à dire « Non mais attendez, on ne peut pas d'un côté utiliser l'écriture inclusive et de l'autre côté supporter ce manager macho », si je vous résume le truc. Donc c'est un point d'ancrage, c'est pas magique, mais c'est un point d'ancrage parce que l'écriture d'une institution, c'est formidablement engageant pour elle. Voilà ce que j'observe empiriquement, moi. Dans 4-5 ans, on commencera sans doute à avoir des observations plus scientifiques sur le plan des effets institutionnels. Il y avait une question ici, puis après Oui, pardon, j'étais trop long sur ma réponse. Moi, j'aurais aimé savoir si, selon vous, l'école primaire aurait un rôle à jouer par rapport à l'écriture inclusive, surtout qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, et on nous a toujours appris que le masculin l'emportait sur le féminin. Et emporter, c'est quand même un verbe qui est assez fort. Ouais. Alors, vous avez sans doute, vous aussi, comme beaucoup de gens, le souvenir du moment où vous avez appris à l'école que le masculin l'emportait sur le féminin dans les accords en genre. D'abord, peut-être que, parce que formuler au sens l'écriture inclusive doit-il être enseigné à l'école, c'est une formulation qui est digne de causeur. C'est formidablement polémique comme formulation. On a l'impression que c'est les wokistes qui sont à l'entrée de l'école et qui n'attendent que d'inculquer à nos enfants des trucs qui ne devraient pas être inculqués au regard de la tradition française. Si je vous résume le truc, c'est déjà une formulation qui est une formulation très située. Le projet que moi je vous ai présenté tout à l'heure, globalement, est-ce qu'il faut enseigner aux enfants que c'est possible quand on est une femme d'être magistrate? Bah oui, ou d'être pompière, bah, je l'espère, et que c'est possible pour un homme d'être infirmier, bah, je l'espère. Et j'espère que c'est déjà fait. Sur les accords, on peut dire autre chose. Par exemple, je vais vous donner un truc qui n'est pas enseigné, et ce qui montre à quel point, en fait, l'enseignement sur la grammaire est en vérité hyper dogmatique et très incomplet. Donc on a appris que le masculin l'emporte sur le féminin dans les accords en genre, mais si je vous dis tous celles et ceux, vous allez me dire que c'est incorrect sur le plan grammatical. En fait, on dira toutes celles et ceux. Donc on va faire un accord de proximité. Si je vous dis droit et liberté publique, vous allez écrire public comment? C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein. Vous allez écrire QUES, parce que vous allez le rapporter à liberté. Si je vous dis village et ville française, et pas village et ville français, vous allez accorder française avec ville. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans la question des accords, on est focalisé sur les accords du participe passé avec le verbe être, mais en fait la langue française est régie par tout un tas d'accords, les déterminants, les adjectifs, etc., où c'est la proximité qui l'emporte. Pour des raisons qui sont des raisons phonologiques, c'est-à-dire qu'à l'oreille, tous celles et ceux, c'est moche. Donc en fait, on utilise déjà des accords qui sont des accords phonologiques qui ne sont jamais enseignés. Alors que, donc, ça veut dire que nos enfants baignent dans une école, on ne leur enseigne pas un truc qui est présent pour eux dans le quotidien et qui n'est jamais interrogé.
Donc quand on me pose cette question, moi j'ai surtout le sentiment qu'il y a un énorme déficit dans la manière dont on met en adéquation aujourd'hui ce que nous faisons déjà et ce qui est enseigné à l'école. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet. Je sais qu'avec ma question, maintenant, je pars un peu loin. Mais on parle toujours des hommes, des femmes, mais aujourd'hui, c'est très actuel de parler des personnes qui ne s'identifient pas. Et donc, je sais que Macron, dernièrement, il a dit non à l'écriture au prénom neutre, si je ne me trompe pas. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez en tant que vous gérez l'écriture inclusive, oui. Alors vous aurez remarqué que c'est une partie que je n'ai pas évoquée tout à l'heure dans le cadre des 3 conventions que je vous propose. C'est quelque chose qui existe, notamment l'émergence, on a vu l'émergence du pronom Yel, par exemple, qui a même fait son entrée au Robert. Ça vient répondre à une demande sociale, ça vient poser plusieurs problèmes de mon point de vue. Le premier problème, c'est que, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est difficile pour quelqu'un qui écrit au sein d'une boîte. Si demain vous écrivez pour le compte de quelqu'un, et quand on est communicant ou communicante, c'est ce qu'on fait quand même quotidiennement, ou pour son institution, c'est difficile de commencer à inventer des mots. Vous ne pouvez pas vous autoriser à le faire facilement. Il faut, dans certains contextes, peut-être dans le monde académique un petit peu plus qu'ailleurs, mais c'est globalement difficile. Donc premier élément, c'est une sécession, c'est un vrai néologisme, d'accord ? Encore aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, ça ne sera plus le cas, mais aujourd'hui, c'est très difficile. Deuxième raison, c'est que le français est construit selon une différence de genre. Donc une fois que vous avez adopté un pronom neutre, vous avez quand même à gérer le reste de la phrase. Et est-ce que je vais dire « Yel sont satisfaits de cette conférence »,« Yel sont satisfaites de cette conférence »,« Yel sont satisfaits.es de cette conférence ». Mon point .es ne désignera plus que la volonté d'être, non pas de marquer les deux genres, mais d'être neutre. C'est quelque chose qui peut venir poser une question. Et globalement, à la fin, ça vous amène, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Alferat qui a beaucoup travaillé sur ça, ça vous amène globalement à proposer un français qui est un français dégenré. Donc c'est un projet qui, en termes de modification de la langue, vous emmène assez loin. Et la dernière motivation, qui est personnelle et qui est une réserve politique, c'est que, comme vous l'avez compris, moi, mon sujet, ça n'est pas que les gens se sentent bien représentés dans la langue. Je m'en fous. Mon sujet, c'est qu'est-ce que la langue met au travail. Et il n'est pas établi que la langue, à date, que la langue contribue aux discriminations à l'endroit des personnes transgenres. Ça n'est pas quelque chose de documenté. Je ne suis pas capable de vous rapporter une étude qui en atteste. Donc en fait, je ne veux pas céder à la surenchère identitaire au travers de la langue. Mon sujet, c'est pas que les gens se sentent confortables avec la langue. Je m'en tape. Mon sujet, c'est que la langue soit mise au service d'un projet d'égalité au motif que par la langue, on peut faire progresser l'égalité. S'agissant des personnes transgenres, ça n'est, à mon sens, aujourd'hui, pas encore établi. Et il y a là un vrai hiatus, y compris dans le monde des personnes qui promeuvent l'écriture inclusive. Il viendra le jour, dans quelques mois, quelques années, où je serai traité de transphobe pour cette raison-là. Parce qu'en fait, on a à l'intérieur des personnes qui promeuvent l'écriture inclusive 2 tendances en réalité. Une tendance qui va considérer que le sujet, c'est la bonne représentation de l'ensemble des sensibilités individuelles, et une tendance qui considère que la question est plutôt qu'est-ce qu'on met au travail en termes d'idéal commun, d'horizon commun. Et c'est pas tout à fait pareil, c'est pas tout à fait les mêmes motivations, et c'est même pas, si je suis complet, la même épistémologie, c'est-à-dire que l'écriture inclusive promue par les personnes qui veulent introduire le pronom Yel, elle vient plutôt d'une tradition américaine. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet pour être tout à fait complet, honnête, et puis peut-être pour tendre le bâton pour me faire battre. Comment démocratiser concrètement l'écriture inclusive ? Je trouve qu'on s'y prend pas trop mal. Non, mais globalement, il y a aujourd'hui des centaines... Enfin, je vais vous donner un chiffre. D'accord ? C'est un chiffre que j'ai attrapé lors d'une présentation récente de quelqu'un qui s'appelle Daniel Elmiger, qui travaille sur ce sujet depuis des années. Daniel Elmiger a fait une intervention dans un colloque consacré à ce sujet à Paris il y a quelques semaines. Et vous savez, il collectionne les guides relatifs à l'écriture inclusive comme d'autres collectionnent les papillons. C'est-à-dire que ça fait des années que globalement, à chaque fois qu'il envoie un passé, il le rajoute dans sa base de données. Il en a référencé 2500. Et pour le français seulement, un peu plus de 300. Donc globalement, il a référencé 2500 guides dans 50 langues, dont 300 pour le français seulement. Ce qui montre à la fois que c'est un débat mondial, dans toutes les langues globalement on a ces questionnements, mais ce qui montre également à quel point c'est présent dans la société, y compris dans la société française.
C'est pas toujours aussi polémique que ça l'est dans la société française, mais c'est présent dans beaucoup de sociétés. Donc j'ai l'impression que c'est un projet... Enfin, je veux dire, il y a 10 ans, la valeur, le fait d'utiliser le féminin pour désigner des métiers occupés par des femmes, c'était pas du tout acquis. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça vous semble l'évidence même. Le mot autrice s'est installé dans les usages avec une rapidité déconcertante, de mon point de vue. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. On vous applaudit encore. C'était vraiment un débat riche et j'espère que ça vous a permis justement de réfléchir à la question parce que c'est à vous aussi de faire évoluer les pratiques. Et j'en profite pour remercier aussi Capucine Rousseau qui est ici, qui est une ancienne étudiante de votre licence. Et c'est par Capucine que j'ai pu prendre contact avec Raphaël. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, Capucine, elle a soutenu, elle a été diplômée il y a 2 ans. Enfin, vous avez terminé la licence il y a 2 ans, et puis vous avez été embauchée dans l'agence Mots-Clés. Voilà, donc c'est un beau parcours. On est vraiment ravis de vous revoir et merci beaucoup. Et peut-être qu'à venir, ce sera vous, dans vos futurs emplois, de prendre contact et d'animer une conférence ici. Merci beaucoup. Merci.